Vas-y. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Manon Collard et je suis actuellement étudiante, donc ingénieure agronome à l'ENPAT à Toulouse et également en master 2 géomatique. Je vais vous présenter mon stage de M2 ou projet de fin d'études qui portait sur la prédiction et la spatialisation de l'IBP par télédétection optique et LIDAR. J'ai été encadrée par David Turenne qui est ici présent et Olivier Martin qui est à distance. Euh, Déjà, je vais donner un peu de contexte. L'objectif de mon stage était déjà d'étudier les relations entre l'IBP et des indices dérivés de données de télédétection. Et ce, dans l'objectif de produire un modèle prédictif de l'IBP à partir de ces indices. Et à la fin, de produire une cartographie de l'IBP en réponse à des besoins de gestion et de caractérisation des milieux forestiers. Déjà, l'IBP, c'est un outil du CNPF qui a été créé en 2008 et qui sert à évaluer la qualité écologique des écosystèmes forestiers. Il permet d'intégrer une estimation indirecte de la biodiversité à la gestion forestière et il a l'avantage d'être assez pratique et rapide à utiliser. Donc, il se compose de 10 facteurs, dont 7 liés à la gestion, comme par exemple des facteurs liés au bois mort, peut-être pas voir, mais des micro-habitats dont les présentations précédentes ont parlé, et aussi des 3 facteurs de contexte, donc par exemple la continuité temporelle de l'état boisé ou la présence de milieux aquatiques. Donc c'est un indicateur qui est évalué sur le terrain. Donc ici on a un exemple de fiche de relevé. Donc en fait on a une partie où on va écrire, noter donc des relevés pour chaque facteur. Et ensuite, on va attribuer une note pour chaque facteur basée sur des critères sur les relevés qu'on a fait. Et donc, ça aboutit à une note finale de gestion. Donc, le problème, c'est qu'il est basé sur des inventaires terrain, ce qui veut dire que son évaluation à large échelle va être difficile, car coûteuse en temps et en argent. Et à côté, on peut remarquer que la plupart des facteurs de l'IBP sont liés à la structure tridimensionnelle du peuplement. Et en parallèle, on a donc une technologie, le LIDAR, dont on a déjà parlé, qui permet de scanner l'environnement sous forme de nuages de points 3D et qui serait donc parfaitement adapté à décrire les facteurs de l'IBP, en plus d'offrir un peu des perspectives de passage à large échelle, puisqu'on dispose d'une couverture LIDAR nationale via le programme LIDAR HD, qui n'est pas encore totalement fini. Donc, d'où la question, est-ce qu'il est possible de prédire l'IBP à partir de données LIDAR? Donc déjà, dans un premier temps, on s'est demandé comment on pouvait caractériser l'IBP par données de télédétection. Donc je vais présenter rapidement la méthodologie dans l'état de l'art. Donc on part de données LIDAR éventuellement enrichies d'autres données de télédétection, comme des indices de végétation par exemple. On extrait à partir de ces données des traits morphologiques, des descripteurs de traits morphologiques comme des descripteurs de hauteur, de couverture ou d'hétérogénéité du nuage de points. Et ensuite, à partir de ces descripteurs, on prédit des caractéristiques de l'écosystème, comme par exemple la richesse spécifique ou les types de structures de canopée. Donc, ça a posé plusieurs questions dans notre cas. Donc déjà, quelles données va-t-on pouvoir utiliser, sachant qu'on veut prédire l'IBP, donc au moins à l'échelle nationale? Quels descripteurs utiliser, sachant qu'il n'y a pas de consensus parmi les métriques de télédétection? On a fait une vaste variété de descripteurs, voilà, on ne savait pas lesquels utiliser dans notre cas. Et ensuite, est-ce qu'on va être vraiment capable de prédire l'IBP, étant donné que ça n'a jamais été étudié? Donc, je vais présenter un peu la méthode que j'ai abordée. Donc, on a déjà commencé par identifier des indices dérivables de données LIDAR et de télédétection optique dans la littérature. Donc, ensuite, on a constitué un jeu de données de référence, c'est-à-dire des vérités terrain d'IBP, donc à partir de plusieurs projets de relevé IBP. Ensuite, j'ai développé une chaîne de traitement pour pouvoir calculer les indices de télédétection à l'échelle des placettes.
ensuite, on a fait une étude pour essayer d'interpréter pour voir si on pouvait interpréter les indices en lien avec les composantes de l'IBP gestion. Donc, on a fait une étude des corrélations. Et enfin, on a donc réalisé une classification de l'IBP pour produire un modèle prédictif. Et on a réalisé un cas de spatialisation à large échelle. Donc, je vais un peu plus détailler donc, la démarche. Donc, déjà, on a commencé donc, par identifier des métriques, et ce, en émettant des hypothèses quant au lien entre les facteurs de l'IBP et ces métriques. Donc, on a déjà identifié des descripteurs de la hauteur du nuage de points, comme par exemple la hauteur maximale ou les pourcentiles. On les a sélectionnés parce qu'on pensait qu'ils pouvaient potentiellement être informatifs sur le facteur structure verticale, par exemple. On a aussi identifié des indicateurs de complexité verticale, comme par exemple le PAD, que je ne vais pas vraiment décrire, mais qui permet d'informer sur la variabilité horizontale et verticale du nuage de points, et donc éventuellement d'informer sur l'ouverture du milieu, le facteur milieu ouvert, le facteur structure verticale ou le facteur gros bois, donc très gros bois vivant. Donc on sait par exemple qu'on a ces métriques qui sont les L ratios, qui sont liées à l'ouverture de la forêt et à l'hétérogénéité verticale. Donc, ce qui fait qu'on a pu faire des hypothèses quant au lien avec les facteurs de l'IBP. Et on a aussi donc calculé des métriques de couverture, comme par exemple simplement la couverture de canopée, quant à son lien potentiel avec le facteur sur les milieux ouverts. Et pour ajouter de l'information spectrale à l'information structurelle fournie par le LIDAR, on a aussi donc ajouté des données sur les indices de végétation, le NDVI, ou la biomasse, mais également des données topographiques en faisant l'hypothèse que la topographie pouvait influencer la gestion générale. Donc, ensuite, on a constitué un jeu de données de référence donc, issu de plusieurs projets, principalement concentrés au niveau des Pyrénées, ce qui fait qu'on a un jeu de données qui est une forte représentation des hautes valeurs d'IBP, et également de la zone géographique des Pyrénées. Ensuite, on a développé une chaîne de traitement pour calculer les métriques, je l'avais dit. Donc, je vais la présenter assez rapidement. Globalement, on prend les métriques, les placettes de référence, on découpe la tuile LIDAR HD à l'emprise des placettes. Ensuite, on va traiter les données, c'est-à-dire on va faire un traitement de normalisation, également de filtrage pour garder uniquement les points de végétation et du sol. On va ensuite voxeliser le nuage de points, c'est-à-dire subdiviser le nuage de points en petits pavés de 50 cm de haut et de 10 mètres de large, qui est nécessaire pour calculer certaines métriques. Donc, à partir du nuage de points et du nuage de voxel, on va calculer des métriques structurales. Et on va aussi calculer les métriques spectrales à partir des autres données de télédétection en 2D. Donc, après ça, on va obtenir les placettes de référence qui sont enrichies de toutes les métriques de télédétection. Et ensuite, on va utiliser ces placettes enrichies pour réaliser l'étude des corrélations et la classification. Donc, la prochaine étape, c'est les corrélations. Donc, on s'est demandé si on pouvait interpréter les indices en lien avec les facteurs de l'IBP. Donc, ici, c'est les corrélations de Spearman. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en foncé, on a des fortes corrélations. Donc, en rouge, elles sont positives et en bleu, négatives. On a pu constater des corrélations pertinentes, comme par exemple la couverture de la canopée calculée par LIDAR, qui est fortement anticorrélée au milieu ouvert. Le PAI, qui est un indice qui globalement reflète la surface de plante, qui est fortement corrélé au nombre de strates verticales et au très gros bois. Et on a aussi regardé les corrélations, donc en plus de les regarder avec les facteurs individuels, on a regardé avec la note IBP gestion globale. Et on a pu constater de fortes corrélations, par exemple, avec la biomasse maximale et l'altitude. Et on a réalisé donc, ce type d'observation pour l'ensemble des métriques, ce qui fait qu'on a pu identifier des métriques fortement corrélées, notamment des descripteurs de hauteur et de variabilité. Et on a pu voir aussi que les métriques hors LIDAR, donc de télédétection optique, étaient
assez fortement corrélés avec l'IBP gestion, ce qui fait que c'était assez pertinent de les intégrer dans la prédiction pour la suite. Donc, ensuite, on a fait un choix parmi ces métriques. On a donc juste sélectionné celles qui étaient bien corrélées et également celles qui étaient assez interprétables écologiquement pour les intégrer à la classification. Donc, j'ai déjà commencé par classer l'IBP en 3 classes, donc avec une classe faible, moyen, élevé. J'ai déjà commencé par faire un modèle assez intelligible, donc facilement compréhensible, l'arbre de décision. On peut voir ici, en fait, on peut facilement visualiser son fonctionnement. À chaque niveau, il applique un critère en fait, sur une métrique donnée et il va classer de plus en plus finement les échantillons. Donc, ça aboutit à la classification en 3 classes. Donc. Et j'ai aussi réalisé une classification avec un modèle plus performant qui est le support vector machine, qui est plus difficile à interpréter parce qu'on ne peut pas visualiser son fonctionnement. Donc, on a aussi réalisé différentes tâches de classification, comme par exemple l'IBP discrétisé en 4 classes, ou alors une note d'IBP recalculée à partir d'autres facteurs. Donc là, c'est les scores généraux, on ne va pas les détailler, mais globalement, plus on est proche de 1, plus le modèle est performant. Donc on peut voir que la plupart des modèles ont des performances assez moyennes, mais on a un modèle qui a des performances vraiment meilleures, c'est le support vector machine qui discrétise l'IBP en 3 classes. Donc c'est le modèle qu'on a choisi pour réaliser la prédiction de l'IBP. On a aussi entraîné un modèle de régression pour avoir une prédiction un peu plus continue de l'IBP. Donc, c'est un modèle aussi basé sur les supports de vector machine, mais ce n'est pas vraiment détaillé. Et globalement, ce modèle est capable d'estimer l'IBP à 5 points près. Donc ensuite, maintenant qu'on a les modèles prédictifs, on peut regarder l'étape de spatialisation. Donc, on a créé une zone d'étude qui correspond aux zones exclusivement forestières au sein du PNR arrière. Donc, ça correspond à une surface d'environ 890 hectares. Et ça prenait la forme d'une grille de résolution 100 mètres par 100 mètres. Donc, on a réalisé la prédiction sur les... En fait, on a calculé toutes les métriques de télédétection sur la zone d'étude. Et ensuite, à partir de ces métriques, on a pu appliquer les modèles prédictifs. Donc, voilà, ça, c'est la carte de prédiction de l'IBP à partir du classificateur. On peut voir en clair les classes d'IBP élevées. On a pu voir que les valeurs prédites étaient assez proches des valeurs de référence. Et avec des patchs d'IBP élevés, globalement, aux endroits où on avait des placettes inventoriées en tant qu'IBP élevées, et des valeurs faibles en fond de vallée. Ça avait l'air assez corrélé, en tout cas, avec l'altitude. Donc, avec le régresseur, on a eu des prédictions assez similaires, mais en détaillant plus finement donc les classes d'IBP, puisqu'on a une amplitude de valeur bien plus élevée. Donc, c'est des prédictions assez similaires, ce qui est assez logique, étant donné que c'est un peu le même type de modèle. Et donc, par contre, on ne savait pas si les prédictions étaient fiables. Du coup, on s'est intéressé au Novelty Index, on va dire, qui permettent de déterminer où est-ce que le modèle extrapole, ou les modèles, là, en l'occurrence. Donc, je ne vais pas détailler ce que c'est, parce que c'est un peu compliqué, mais globalement, il compare, en fait, il va calculer la distance entre l'espace, entre la zone d'entraînement du modèle, l'espace d'entraînement, c'est-à-dire le domaine de validité, et l'espace de projection du modèle, donc ici le cercle noir. Et donc ces indices définissent 2 types de nouveautés, suivant si on se trouve ici dans l'espace bleu et dans l'espace noir. Et donc on a calculé ces indices sur toute la zone prédite, et on a pu voir que 80% des zones donc, ne présentaient pas de nouveautés, ce qui veut dire qu'elles se trouvent dans le domaine de validité du modèle et que ces prédictions sont assez fiables, ou en tout cas qu'elles reflètent les performances des modèles. Et pour les autres zones, donc là, il va falloir regarder les prédictions d'IBP avec plus de précaution, prendre des pincettes,
parce qu'on ne peut pas garantir leur fiabilité. Donc, pour conclure, on a pu, pendant mon stage, j'ai pu voir qu'il y avait des relations significatives entre les facteurs de l'IBP ou l'IBP gestion lui-même et les variables de télédétection. On a pu voir que qu'en combinant l'information spectrale de l'image optique et les informations structurales du LIDAR, on a pu entraîner des modèles prédictifs avec des performances assez satisfaisantes. On a pu aussi obtenir une chaîne de traitement qui peut être utilisable pour produire de la cartographie de l'IBP à large échelle, ce qui peut être un outil assez utile pour les gestionnaires. Et en plus, ces prédictions sont accompagnées d'un domaine de validité. On peut aussi, on va aussi par la suite intégrer des placettes étrangères, donc ce qui va pouvoir élargir le domaine de validité de notre modèle prédictif. Et on a aussi des perspectives, notamment quant à l'apport du deep learning pour augmenter les performances du modèle. Merci de votre attention.